Watcha. Mon nom est Serge Drolet, je suis coordonnateur de la division environnement à la ville de Granby. Puis il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la grande salle du conseil de la ville de Granby. Ça va être, j'espère que vous avez amené toutes vos valises parce que vous allez faire un de ces voyages aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel ce qui va être présenté. J'ai seulement vu quelques petites vidéos et photos, là, puis je suis persuadé que dans votre to-do list, là, vous allez inclure une destination très intéressante et méconnue au Québec. Peut-être quelques petites notes à vous dire au début. Vos cellulaires, si vous pouvez les mettre, s'il vous plaît, sur le mode vibration. Salle de bain, c'est juste à votre gauche. Gênez-vous pas pour y aller si besoin il y a. La présentation va être à peu près d'1h30 de Valérie Calais. Donc, Valérie Calais. Je suis rendu chez mon dentiste. Là. Mirabelle Kelly, excusez. Faut pas que je fasse deux choses en même temps. Hein? Je réfléchissais puis je parlais, mais il faut. En tout cas. En premier lieu, je vais vous présenter Véronique Bussière, qui est directrice de conservation chez Société pour la nature et les parcs. C'est l'initiative du plan Nous vient de leur organisme. Puis, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous parler quelques minutes de ce projet. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Contente de vous voir quand même en assez grand nombre, malgré la météo qui était peu clémente ce soir. Là. En tout cas, la route de Montréal a été un peu pénible, mais très, très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Donc, très heureuse aussi d'être aux côtés de Mirabelle ce soir, avec qui j'ai eu la chance d'aller à Waskaganish l'été dernier. Donc, ce soir, Mirabelle va vous faire voyager, j'espère vous inspirer, vous faire découvrir un nouveau territoire, une nouvelle culture, un peuple que peut-être que vous connaissez déjà, vous allez apprendre à connaître ce soir. Donc, comme le disait Serge, je suis directrice de la conservation bioculturelle à la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs. Nous, on est un organisme non gouvernemental. On est la section québécoise, en fait, d'un organisme pan-canadien dont la mission principale est la protection de la nature et du territoire. Puis notre approche particulière, c'est vraiment de travailler en partenariat avec les communautés locales, les communautés autochtones, avec l'industrie, le gouvernement, en fait, avec quiconque veut faire avancer cette cause de la protection de la nature. Mais dans notre mission aussi, il y a un aspect de faire découvrir, de faire apprécier, de développer aussi la connexion et la relation des gens avec la nature. Et puis, souvent, nous, ici, dans le sud du Québec, on connaît très peu le Nord, le Grand Nord, le Nord moyen aussi. Donc, c'est de là où est venue l'idée, en fait, qui est sortie de la tête de notre directeur général, qui est ici, Alain Branchot, de développer ce projet-là, le plan Nous, dont l'objectif principal est de créer des liens entre le Nord et le Sud, des communautés dans le Nord et dans le Sud, avec un axe bien particulier qui est autour de conversations, je dirais, sur l'importance de la biodiversité, le lien avec la nature, les liens que les gens entretiennent avec le territoire, des enjeux aussi particuliers qu'on vit par rapport à la protection de la nature. Puis bref, d'échanger sur nos réalités différentes dans le sud par rapport au nord et vice-versa. Et puis, un volet aussi du plan Nous, c'est de faire découvrir le Nord aux communautés, donc de créer des corridors, non pas juste entre les ambassadeurs, mais avec les communautés. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Puis, peut-être dire le fonctionnement du plan Nous. Donc, ce sont des villes comme Granby, qui sont des villes adhérentes à un programme qui s'appelle le Plan des municipalités pour la biodiversité, qui ont la chance de pouvoir participer au plan Nous. Et puis, on a fait un appel à candidature. Et puis, donc, c'est Mirabelle qui a eu la chance d'être sélectionnée pour être notre ambassadrice
pour l'année 2022. C'était la première fois qu'on faisait le corridor avec Granby. Puis la communauté avec laquelle on était jumelés, c'est une communauté à la baie James, en Iowisty, donc en territoire cri, qui s'appelle Waskaganish. Et puis, Mirabel, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, mais on a eu la chance aussi cet automne là, de recevoir l'ambassadrice de Waskaganish ici, à Granby, là, pour un séjour d'une semaine. Donc, l'échange s'est fait dans les deux sens et va se poursuivre cette année. Donc, voilà, juste peut-être en terminant, je voudrais remercier là, les partenaires, souligner en fait la contribution notamment de la Fondation de la Fronde, qui est un de nos partenaires financiers principaux dans ce projet-là. Aussi la ville de Granby qui nous a permis de faire vivre ce beau projet. Et puis les gens de la communauté de Waskaganish aussi qui nous ont accueillis si chaleureusement l'été dernier. Donc, j'en dirai pas plus, je vais laisser la place à Mirabel qui va nous émerveiller avec ses récits et des images. Merci. Pour les caméras, là, juste pour vous mettre au courant, là, c'est filmé par la ville de Granby puis par la Société pour la nature et les parcs pour éventuellement être rediffusé si besoin il y a. Mais vous ne serez pas filmé, là, ça n'apparaîtra pas dessus. Là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été un séjour baie James ou bien baie du Son? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été? Dans quel cas que vous y avez été? Peut-être juste expliquer à quel endroit puis dans quel but? J'ai fait des travaux, moi, à la baie James, dans le cadre d'études d'évaluation d'impact là, pour des barrages, entre autres. Rivière Rupert, avant qu'elle n'existe plus. Puis, sur le bord de la baie du Son aussi, à Oumiak, qui est un des villages inuits. Donc, dans le cadre du plan nous, entre autres. Bernard, peut-être? À Wimenge, je suis allé chercher mon fils. Il est un petit peu en détresse, là, mais je vous explique pas pourquoi. Mais c'était une belle rencontre quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà été à ces endroits? Ah oui, OK. Non, mais beaucoup avant, depuis 20 ans en fait, j'y vais. Donc, Parfait. Mais là, on va partir tous ensemble aujourd'hui, là, ça va être vraiment intéressant. Quelques mots sur Mirabel. Mirabel a grandi à Québec où ses parents avaient une ferme éducative et un foyer d'accueil pour les jeunes vivant avec un handicap. À l'âge de 19 ans, elle se transporte à Sherbrooke pour étudier la médecine et se spécialiser en microbiologie médicale et infectiologie. Elle travaillera ensuite pendant 13 ans dans les hôpitaux de la région de Montréal. En 2017, on a eu la chance qu'elle accepte un poste à l'hôpital de Granby où elle développe une expertise en maladies vectorielles. Le contact quotidien avec les patients atteints de zoonoses émergentes l'a menée à s'impliquer davantage pour la sauvegarde des milieux naturels, entre autres comme administratrice à la Fondation SETI. Accueillez chaleureusement avec moi Mirabel Kelly. Fait que vraiment, ce soir, je suis extrêmement touchée parce que c'est pas une conférence, le type de conférence que je suis habituée de donner. Habituellement, je donne des conférences sur des sujets que je maîtrise bien, qui parlent de la tête, qui parlent de l'intellect. Mais là, je vais vous parler du cœur dans cette conférence-là, d'une expérience que j'ai vécue. C'est sûr que vous allez voir qu'il y a de l'intellect aussi, là. C'est des formations professionnelles, mais évidemment, ce n'est pas mon sujet d'expertise, puis il y a beaucoup d'experts parmi nous là, qui en connaissent sûrement plus que moi. Fait que j'espère que je vais être à la hauteur là, de ce que je dois présenter. Mais je le fais en toute humilité, puis vraiment en toute reconnaissance là, d'avoir eu la chance de participer à ce projet-là. Donc, c'est vraiment l'histoire de notre pont humain, le pont entre Granby et Waskaganish que je vais présenter aujourd'hui. Puis avant, je vais parler un petit peu de mon expérience parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi j'ai appliqué pour faire ce voyage-là. Puis en fait, je voulais vous parler de la slush sous les roues de la Chevrolet. Parce que quand j'avais 9 ans, ma mère prenait des cours de peinture à l'huile. Puis dans son groupe de peinture, il y avait une dame qui cherchait une place pour héberger un jeune Inuit dont les parents étaient à Québec pour des raisons, je pense, médicales. C'est assez flou dans ma tête de petite fille de 9 ans. Puis j'avais vraiment, pour moi, c'était comme un extraterrestre qui arrivait chez nous, puis il allait vivre chez nous pendant une semaine. Fait que c'était quand même, pour moi, un gros événement.
Puis je me rappelle que ma mère m'avait dit, tiens, les Inuits qui ont plusieurs mots pour dire le mot neige. Puis moi, la neige qu'il y avait sous les roues de la Chevrolet était toute brune et sale. Puis je me demandais comment il allait percevoir notre monde. Fait qu'il est arrivé dans la voiture, il ne parlait pas beaucoup. Puis pendant la semaine, toute la semaine, on essayait de lui tirer des verres du nez, de le faire parler, il ne parlait pas beaucoup. Fait que ma mère lui a donné des peintures, ses peintures à l'huile, puis il nous a fait ça. Fait que c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de la peinture à l'huile, puis il nous a laissé ça. Il est toujours dans le salon chez mes parents à Québec. Puis, dans le fond, c'est qu'est-ce qui lui manquait, je pense. C'est les grands espaces, c'est la nature, l'autonomie, la capacité d'être en pleine autonomie, en famille aussi. J'ai trouvé ça très touchant. Fait que j'ai toujours gardé ça. Puis après, dans mon travail à Montréal, j'ai travaillé à McGill, entre autres, où il y avait plusieurs Inuits qui venaient se faire traiter, puis ça m'a toujours interpellée. Ensuite, à l'hôpital Jean Talon, où j'étais, il y avait le centre d'amitié Inuit qui était pas loin, puis je voyais souvent les Inuits à l'hôpital aussi. Fait que j'avais cet intérêt-là. Puis il y a eu un concours après. En fait, je voulais juste vous montrer ici que lui, il venait de Ivouivik, à la pointe complètement nord du Québec, là. C'est de là que venait le jeune qui est venu rester chez nous. Donc, c'est ça, en 2009, il y a eu un concours qui était organisé par Vélo Québec, en fait, la revue Nature Sauvage et le penchant qui s'appelle Géo plein air. Puis, c'était un voyage où on pouvait jouer le rôle de journaliste pour la revue Géo plein air. Donc, j'ai participé à ce concours-là. Puis je suis allée à Torsouyouk avant le développement du parc parce qu'il y avait une conférence, en fait une commission d'audience publique pour voir comment les Inuits percevaient la création du parc là-bas. Ça c'était en 2009. Puis j'ai fait plusieurs entrevues. Et en fait, le village au sud du parc, c'est un village qui est à la fois Inuit et Cri. Et c'est la première fois que je rencontrais des Cris. Les Cris m'avaient vraiment touchée parce que contrairement aussi aux Inuits que j'aimais beaucoup, c'est sûr. Les Cris, c'était complètement différent, leur attitude. En fait, moi, ce que j'ai retenu dans ce voyage-là, c'est des gens très posés, très sages aussi par rapport à la nature. Puis, tu sais, des grands costauds, les femmes et les hommes, là, c'était complètement un type différent. Donc, entre autres, il y avait un monsieur Petagumskum qu'on voit à droite de l'image qui m'avait... avec qui j'avais fait une entrevue d'1 heure là, sur l'importance de la conservation, puis ça m'avait intéressé beaucoup. Fait que ça, c'était vraiment au nord du 55e parallèle, donc dans le Nunavik. Je ne suis pas allée, contrairement à ce qui était annoncé dans les journaux, je ne suis pas allée au Nunavik durant ce voyage-ci, mais bien en Niuichi. Je suis allée, par contre, que je ne savais pas réaliser, on est allé au Nunavut aussi, parce que toutes les îles... Donc, le Nunavut, c'est vraiment à l'est du territoire du Nord-Ouest. Mais toutes les îles qui sont à l'intérieur de la baie du Tson et de la baie James sont gérées par le Nunavut, en fait, font partie du Nunavut. Là où je suis allée, moi, c'est vraiment le territoire qui est sur la carte ici, dans une des villes les plus au sud, qui s'appelle Waskaganish. Donc, le territoire des Inuits, c'est très grand. C'est à peu près la taille de l'Allemagne environ. Donc, c'est vraiment un territoire qui est peu connu. Moi, avant de vraiment participer au concours ici, je ne réalisais pas jusqu'à quel point l'administration de ce territoire-là était quand même plus complexe et différente que je me l'imaginais. Donc, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de ce territoire-là aussi. Donc, ça fait au moins 5000 ans, sinon beaucoup plus, que les Cris vivent sur ce territoire-là. En 1610, il y a eu le premier contact officiel, donc rapporté. Il y a Henry Hudson qui a découvert, entre guillemets, la grande baie d'eau salée, qu'on appelle maintenant la baie d'Hudson, en cherchant le passage du Nord-Ouest. En 1632, il y a Thomas James qui a exploré la partie sud, vraiment près de Waskaganish, et il a passé l'hiver sur une immense île, à peu près un petit peu plus petite que l'île de Montréal, qu'on appelle l'île Charlton. Ensuite, savoir aussi que ces noms-là, c'est des noms qui ont été donnés tout récemment par les Européens, en fait. Ces endroits-là ont des noms aussi Cris. Puis j'ai parlé à Stacy, en fait, notre homologue, pour comprendre pourquoi ce n'est pas ces noms-là qui sont dans l'histoire, mais évidemment que les Cris aimeraient que ces noms-là soient reconnus aussi. Donc,
la baie James et la baie d'Hudson avaient un seul nom, ça s'appelait Winnipeg, et ça veut dire « aux boueuses ». Et l'île Charlton, elle, est nommée Gamchi par les Cris. En 1668, il y a eu une expédition spéculative organisée par le prince Rupert, qui a été menée par 2 Français, en fait, qui avaient fait beaucoup d'expéditions dans le sud du Québec, puis un peu frustrés par l'administration française, s'étaient retournés avec les Anglais pour développer des liens. Donc, Radisson et Groseilliers sont arrivés à Waskaganish sur un bateau qu'on appelle le Nonsuch et ont fondé à ce moment-là la compagnie de la baie d'Hudson, qui est encore la plus vieille compagnie au Canada, en activité encore aujourd'hui. Et la rivière, qui est juste à l'entrée de Waskaganish, qui irrigue le territoire de Waskaganish, on l'appelle la rivière Rupert, en l'honneur de ce prince qui a organisé l'expédition. Mais en fait, c'est la Nemaskar, si on utilise le nom Cri, qui veut dire rivière poissonneuse. Est-ce que je parle trop vite, Serge? Ça va? Ça va? Okay. Donc, vous avez sur la carte en bleu toutes les communautés Cri. Donc, Waskaganish, qu'on voit ici. Et c'est dans le village de Waskaganish, comme dans plusieurs autres villages Cri, que des jeunes, depuis les années 30, 40, 50, ont été amenés dans des écoles ou dans des pensionnats autochtones. Puis il y a un petit garçon, à l'âge de 7 ans, qui a été amené dans un pensionnat comme ça. Lui pensait qu'on allait passer l'automne chez ses parents, avec ses parents dans des camps de chasse, mais en fait, il allait prendre un avion pour aller dans un pensionnat autochtone. Puis, donc, il a appris l'anglais. Et ce petit garçon-là, c'est devenu Billy Diamond. Billy Diamond, il est revenu dans son village après avoir passé son expérience de pensionnat autochtone. Puis un jour, il a entendu à la radio qu'on allait créer des barrages hydroélectriques sur le territoire. Puis lui, il n'était pas au courant de ça. C'était pas quelque chose qui avait été annoncé à la communauté. Donc, il dit, bien là, ça se peut pas qu'on nous ait pas consultés. Donc, il a réuni plusieurs leaders, partis en skidoo, partis en moyen de transport, un peu comme ils pouvaient. Puis, se sont réunis plusieurs leaders autochtones ensemble pour dire, bien, ça se peut pas qu'on fasse des barrages sans nous reconnaître, sans demander notre avis. Donc, Billy Diamond est parti avec son groupe rencontrer Robert Bourassa à l'époque. Au début, Robert Bourassa ne voulait pas l'écouter. C'était comme fin de non-recevoir. Mais il a utilisé toutes les notions qu'il avait apprises du monde des Blancs, puis il a utilisé la loi des Blancs pour faire valoir ses droits et a réussi. Et ça l'a mené à la Convention de la baie James et du Nord québécois qui a été signée en 1975. Donc ça c'est vraiment la base de beaucoup de choses là-bas qu'on a constatées. Donc la division du territoire, suite à cette entente-là, est divisée en différentes zones ou des terres de différentes catégories. Donc, les terres de catégorie 1, c'est vraiment les villages autochtones comme tels. Catégorie 2, c'est des terres où ils ont qui ont tous les droits de chasse et de trappe. Puis les territoires de niveau 3, ils ont leurs droits, mais c'est de plus en plus, ils perdent un petit peu plus de pouvoir. Puis là, encore là, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Je pense que Véronique pourra en parler beaucoup plus longuement, mais ça vous donne une idée comment le territoire est divisé. Puis traditionnellement, pour les Cris, le territoire est plutôt divisé en lignes de trappe. Donc, chaque famille a un chef de clan qui s'appelle un tallyman. Et cette personne-là, avec l'aide de sa famille, gère un territoire de trappe qu'on appelle un trap line. Est-ce que j'ai... je voulais vous parler aussi du territoire comme tel en termes plus naturels. Donc, les basses terres de la baie d'Hudson sont parmi, au monde, là, des terres humides les plus importantes. Et puis, bon, c'est un réseau hydrographique très important. On le sait, c'est là qu'on a développé des barrages. Mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de ressources de minerais. Donc, dans les zones en rouge, c'est des zones où il y a des mines en exploitation
ou des mines potentielles. Puis, entre autres, il y a une zone qui s'appelle le Ring of Fire dans ce coin-ci, plus en Ontario, mais qui est tout à fait dans le territoire des basses-terres de la baie d'Hudson. Et il faut savoir que quand on parle de basses-terres ou de tourbières, c'est des lieux hyper importants au niveau naturel, c'est des puits de carbone importants, c'est des endroits très précieux. Donc, c'est vraiment une zone qui est à risque de développement de par son potentiel hydroélectrique et par les mines, mais il y a toute l'intégrité du territoire qui est en jeu en ce moment. Donc là, je vais parler plus du cœur. Ça, c'était la partie plus intellect, mais du voyage comme tel. Donc, je suis partie avec Véronique le 11 août. On est parti à 8h30 après avoir loué l'auto. Donc, Véronique avait décidé que c'était important qu'on fasse la route, qu'on le fasse en auto, pour vraiment sentir le territoire, pour vraiment le voir. Donc, puisque ça a été 2 jours de voyage, donc 1 jour aller, 1 jour de retour, je pensais que c'était quand même important de vous parler de la route. Donc, la petite carte Google Maps de Granby à Waskaganish, c'est à peu près 12h30 de route. Donc, juste pour vous donner une idée, là, j'ai retrouvé dans mon téléphone les endroits où j'étais arrêtée sur la route. Donc, à 18h30, on était rendu à Saint-Dominique-du-Rosaire. Puis, on s'est arrêté parce qu'il y avait vraiment là, des grandes zones où on ne voyait plus de forêt. Fait que je trouvais ça quand même impressionnant. Quand on regarde du ciel, c'est ça qu'on voit à Saint-Dominique-du-Rosaire, qui est juste ici. Donc, on voit que l'exploitation forestière, c'est quand même très important sur ce territoire-là, avec des grandes zones où il y a des coupes à blanc. Ça, c'est vu du ciel encore plus haut. On voit vraiment un patchwork là, de coupes. Là. Google Maps! Je l'ai mis en mode silence, mais c'est très drôle. Fait que, donc, c'est ça, c'est vraiment des zones où c'est quand même très impressionnant de voir jusqu'à quel point le territoire est altéré par les coupes forestières. À 20h15, on était rendu à Matagami. Puis là, on voit vraiment la porte d'entrée du territoire d'Iuichi. Avec la route qui change de nom, ça devient la route Billy Diamond, que vous reconnaissez de son histoire tout à l'heure. Ensuite, à 22h30, on est rendu vraiment à l'embranchement de la route qui nous rend à Waskaganish. Et là, on rentre dans les terres de catégorie 2. Et finalement, à minuit et quart, on est rendu à Waskaganish, à notre hôtel. Donc, on a fait toute cette route. Puis, étonnamment, moi qui ai un petit peu le mal de cœur, je ne l'avais pas dit à Véronique avant de partir, ça a passé super vite. On a jasé tout le long, puis ça se fait très bien. La route est magnifique. Puis, ça a été vraiment une belle expérience de vraiment sentir la route. Effectivement, je suis contente de l'avoir faite en voiture. Donc, moi, avant de partir, je pensais qu'on ferait du camping. Fait que j'étais équipée là, pour faire du camping sauvage sur le bord de la rivière. Puis je m'étais acheté mon savon exprès, zéro déchet et tout. Mais finalement, on a eu la chance d'être accueillis à l'hôtel, dans un beau lodge, avec vue sur la rivière Rupert, ou je devrais dire Nemaskau. Et on s'est débrouillé quand même. Moi, j'avais fait l'épicerie avant de partir pour la semaine, en pensant qu'il n'y aurait peut-être pas d'épicerie. En tout cas, j'étais vraiment prête à tout. Mais finalement, on s'est quand même débrouillé dans la chambre pour faire nos repas là, de temps en temps. Parce que dans l'hôtel, bien que c'était très bien, c'était quand même un peu, je dirais, plus fast-food, qu'est-ce qui servait, on pourrait dire comme ça. Donc, on s'est débrouillé comme ça. Ici, bon, juste la vue de l'hôtel avec un stop typique de Waskaganish. Puis vous voyez aussi un monument qui rappelle le point où des groseilliers s'est atterri à Waskaganish, ou a améri est descendu de son bateau, finalement. Le lendemain, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a été accueillis par un des sages du village, je pourrais dire, des personnes pas âgées tellement, David, mais un aîné du village, c'est ça exactement. Donc, vous voyez ici dans le centre culturel une réplique du Nonsuch. Puis moi qui essaye de faire un petit selfie avec David sur le bord de la Rupert. David nous a parlé de différentes choses sur son vécu, qu'est-ce qu'il faisait dans son quotidien. Il nous a amené aussi voir la station de pompage où l'eau est prise pour desservir le village parce que quand même les infrastructures sont quand même développées. Et puis là, je voulais montrer un petit peu la rivière, comment elle est maintenant, telle qu'on l'a vue. Il faut savoir que la rivière Rupert, elle a été dérivée dans les années 90. 70 du volume de la rivière Rupert a été amené vers le nord pour nourrir les grands barrages, Manic, La Grande.
Alors, voilà, ça c'est notre... Alors, je ne sais pas si tu veux, j'ai des petites vidéos de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'elle ressemble, à quoi elle ressemble maintenant. Puis j'ai aussi un vidéo YouTube où on la voit avant la dérivation, pour vous donner une idée de l'impact 2008. Alors, Serge, ça va être mon VJ pour la présentation. Alors, la rivière, c'est quand même une rivière très importante parce que, comme c'était très riche en poissons, c'était un lieu de rassemblement historique millénaire pour aller chercher de la nourriture. Et culturellement aussi, en fait, toute la faune, la flore attire aussi, quand on parle de la flore, ça attire les oiseaux, ça attire les oies sauvages. Donc, il y a plusieurs animaux qui sont là parce que la rivière était telle qu'elle était dans le temps. Puis, bien, avec cette dérivation-là, il y a des changements importants. On a pu constater non seulement une baisse de volume puis d'effervescence de la rivière, mais aussi un changement dans la salinité, dans ce qui arrive au niveau de l'eau qui arrive au niveau de la baie James. Donc, ça amène quand même des bouleversements importants dans tout l'écosystème. C'est carrément le cycle de l'eau qui est changé dans ce territoire-là. Là, je voulais vous montrer, malheureusement, c'est plate. Mais au pire, on peut passer, Serge, au prochain. OK. On va faire une dernière. Ça fonctionnait très bien tout à l'heure, fait que ça devrait... Il n'y a pas vu d'épithète? À Waskaganish, il y a 2500 personnes à peu près. Je vais en parler un petit peu plus de la démographie plus tard. Voulez-vous passer directement à cette vidéo-là, peut-être? Oui. Mais je voulais vous parler quand même de la rivière parce que c'est pas mal la base là, de l'activité là-bas. Puis c'est quand même majeur qu'est-ce qui s'est passé. On dit que l'Hydro-Québec, le volume en d'hydroélectricité que Hydro-Québec fournit, c'est 160 terawatts. Il y a à peu près 6 terawatts qui sont fournis par cette rivière-là. Donc, c'est quand même un 10 là, environ là, de notre, un petit peu moins de 10 de notre électricité à tous les jours qu'on allume qui vient de cette rivière-là. Là. Ici, j'ai mis la carte. Oups, enfin, on l'a. Fait que ça, c'est le vidéo, en fait, de qu'est-ce que c'était avant la dérivation. J'avais du son aussi, mais je ne sais pas si on... Oui. Fait que tout à l'heure, sur la vidéo précédente, on voyait, sur la photo précédente, on voyait Véronique sur le bord de l'eau, toute tranquille en train de prendre des photos, mais je pense que je ne suis pas sûre qu'on se serait senti aussi confortable de prendre des photos avec ce volume d'activité-là. La rivière Rupert, elle est 4 fois plus grande, plus longue que la rivière de Saint-Jean-sur-Richelieu, que la Richelieu, et son volume aussi est 3 fois plus grand. Donc, c'est quand même une rivière super importante. C'est dans les 10 rivières les plus grosses du Québec. Donc ça, c'était avant la dérivation. À Smoky Hill, à l'endroit où on était pour... Dans les petites vidéos que je voulais vous montrer dans la diapositive précédente, c'était plus l'état de la situation maintenant. On peut revenir, Serge, à la présentation. Il y a une autre photo ici qu'on voit là, avant et après la dérivation. Donc, vous voyez les changements majeurs. Je vais l'essayer. On peut sur les YouTube, mais on n'est pas capable d'aller chercher ton chien. Ah, OK. Alors, bon, après, on est allé, David Earless nous a amenés chez lui. Donc, c'est vraiment un voyage très personnel où il nous a fait visiter son camp. Qu'est-ce qui est intéressant, que je trouvais particulier, c'est qu'il n'y a pas de cuisine dans son camp. C'est vraiment, la cuisine se fait à l'extérieur, dans un tipi à côté de la maison. C'est normal? Non. La vidéo restait en arrière. Je suis un biologiste, hein, je ne suis pas un auteur enceinte, Et vous voyez l'intérieur de son petit chalet. Désolée. Faut l'arrêter, la vidéo.
Parfait. Merci. Je n'avais pas lu les petits caractères de mon contrat, désolé. Parfait. Bon, fait que ici, l'image, vraiment, c'est l'endroit où la rivière a été dérivée pour envoyer le volume vers LG2, en fait, surtout. Là. Voilà, donc David qui nous montre l'intérieur de son chalet. Évidemment, beaucoup de photos de chasse et pêche. Son fils qui montre un poisson qu'il a ramassé dans la rivière. Son père, à David, avec des amis chasseurs. Et sans oublier ses petits mocassins à l'effigie du Canadien, qui nous ont... donc, très sympathique visite avec David. Il nous a montré aussi les maisons du village. Ici, ça, c'est la maison de la famille, en fait, de Billy Diamond. Et ça, c'est la plus vieille maison du village, qui était une des maisons reliées à la compagnie de la baie du Tson. Le lendemain, on a fait une croisière sur la baie James, puis c'était vraiment une expérience pour moi inoubliable. Le mot est faible. Donc, on est parti, juste pour vous dire, on est parti de Waskaganish. On a passé ce qui s'appelle Stag Rock, un rocher dont je vais vous parler un petit peu plus tantôt. Après ça, on a continué jusqu'à Wolf Islet ici. Puis après ça, on est revenu sur l'Old Charlton. Fait que c'est un voyage où on a fait environ 10 heures sur le bateau, puis on a fait un arrêt dans 4 îles. Donc, voici notre capitaine, Anderson, qui nous a expliqué un petit peu les règles de sécurité avant de partir. Et il nous a parlé, entre autres, d'une île qui s'appelle Mandushk, comment il prononce. Puis en fait, ça veut dire monstre, parce que selon une légende, il y a un chaman de East Main, qui est au nord, qui aurait envoyé, pour se venger du chaman de Waskaganish, un monstre. Et puis, le chaman de Waskaganish a lancé une roche sur le monstre marin, et cette roche-là garde le monstre marin encore en captivité sous l'eau. Puis si on pointe l'île, en fait, je ne devrais même pas la pointer maintenant, si on pointe l'île, le monstre se réveille et ça peut être dangereux en mer. Donc, en fait, je trouvais ça intéressant parce que cette légende-là, ça nous met tout de suite dans une situation de prudence par rapport à l'eau. Il y a quand même plusieurs accidents en mer, fait que ça nous met dans un état d'esprit d'être respectueux par rapport à la nature. Puis, il y avait vraiment un tabou, il ne faut pas pointer l'île. Puis, tout le monde a des histoires par rapport à cette légende-là. Donc, le premier endroit où on s'est arrêté, c'était sur l'île Pit Stop. Encore là, j'ai des vidéos de l'arrivée de l'île. Peut-être qu'on pourra, de toute façon, la présentation pourra peut-être être mise sur Internet si on veut voir les petites vidéos. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant sur cette île-là, en plus de la beauté de la place, c'est des lichens géants, des lichens sur les pierres. Puis on sait qu'on peut dater les lichens selon leur taille. Donc, probablement des lichens qui datent de plusieurs centaines, sinon milliers d'années. C'est vraiment énorme. Ensuite, la plage de sable mauve, qui était quand même aussi impressionnante avec plein de pierres multicolores. Alors ça, c'était l'île Pit Stop. On continue. Puis un petit peu plus loin, on s'est rendu à Wolf Islet. Et sur cette île-là, en fait, moi, je n'étais pas trop sûre dans quoi je m'embarquais dans ce voyage-là. Encore une fois, avec mon petit mal de mer que j'avais gardé caché, je ne savais pas trop comment j'allais réagir. Mais finalement, on arrive là, puis notre capitaine débarque en disant ben là, je m'en vais ramasser des poils d'ours polaires sur l'île parce qu'il y a un projet de science citoyenne sur l'île et je dois débarquer pour ramasser les poils. Il dit, si jamais vous me revoyez qui revient en courant, aidez-moi à remonter dans le bateau, ça va vouloir dire que j'ai vu un ours polaire. Fait que là, on était tous, OK, on va te remonter, mais c'est notre capitaine, fait que j'espère que tu vas revenir bien. Fait que, bon, finalement, il est revenu en courant, effectivement. Puis Stacy qui était avec nous, elle nous disait, c'est la première fois que je vois courir, il y a vraiment un ours. Fait que là, on était tous bien énervés de ça. Puis sur la vidéo, en fait, vous voyez un des touristes qui est avec nous, là, qui réagit à cette situation-là et qui se demande, bon, c'est l'heure du dîner, comment on va faire? On arrive sur l'île, est-ce qu'on va vraiment prendre notre dîner ici? Mais oui, on a pris notre dîner là où l'ours polaire vit. Puis juste avant de manger, en fait, on l'a aperçu. On était, en fait, si le bateau tanguait comme ça avec nos caméras, puis on essayait de le voir au loin. Puis là, tranquillement, on a vu une masse blanche sortir de l'eau, monter sur les roches.
Puis replonger dans l'eau, c'était vraiment quelque chose à voir. Fait on est dans une région où il y a des ours polaires et les populations plus au sud de la baie James qui vivent là. Comme vous allez voir, là, ils mangent beaucoup de moules, les ours polaires, parce qu'on on a pris notre lunch ici, là, ça c'est nous qui mangeons nos sandwichs. Puis on était vraiment sur un excrément d'ours polaires, puis des petits coquillages, des os d'oiseaux qui le nourrissent. C'était vraiment une belle expérience. Puis le tapis aussi de l'île, l'île était tapissée d'une plante odorante, super confortable, vraiment un beau petit tapis. Fait que moi, j'en revenais pas. Fait que déjà, en étant au Waskaganish, on se sentait loin, mais étant rendu là, on se sentait encore plus loin, vraiment complètement dépaysé. Puis là, c'est juste en parallèle, c'est juste comique de voir ma famille qui m'a accompagnée en pensée dans tout ce voyage-là. Mon fils puis mon mari étaient allés, eux, à Ottawa, au Musée de la Nature. Puis pendant que moi, j'étais sur l'île, bien, eux, ils regardaient des sternes arctiques empaillés. Moi, j'en avais vraiment des vrais. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, ça aussi, durant le voyage des sternes arctiques. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est un oiseau tellement gracieux. Ça ressemble quasiment à une hirondelle avec la queue. Puis ils se tiennent en groupe, ils sont super intelligents. Puis sur cette île-là, ils étaient partout. C'est une île où il y avait de la nidification qui se faisait. Puis ils défendaient beaucoup l'île. Donc, quand on est arrivé en bateau, il y avait 3 sternes qui nous ont suivis vraiment tout le long. Puis pendant qu'on mangeait, ils nous surveillaient vraiment de près. Là. C'était vraiment impressionnant. Puis là, dans les vidéos, malheureusement, on ne les voit pas, là, mais on entend là, on a l'ambiance avec le cri des sternes autour de nous pendant qu'on mange. Le dernier stop, la 4e île, c'était Gamchi ou l'île Charlton. Puis en fait, ça, c'est impressionnant parce que c'est environ 75% de la taille de l'île de Montréal. C'est quand même une grosse île. Puis Anderson est le chef de cette île-là, si on peut dire. Là, c'est le tallyman. Le tallyman, c'est un terme qui a été donné par, je dirais, le gouvernement probablement, dans le temps où on voulait surveiller la ressource en castor, entre autres. Puis le rôle du tallyman, c'était de calculer sur sa ligne de trappe la biodiversité, en fait, les animaux qu'il y avait sur sa ligne. Donc, de compter le nombre de castors, le nombre d'orignaux, etc. Donc, lui est devenu le nouveau tallyman de l'île Charlton. Donc, c'est quand même un gros privilège puis une responsabilité pour lui. Mais il prend ça avec beaucoup d'humilité, puis il a le sens de la responsabilité par rapport à ça aussi. C'est là qu'on a passé aussi un petit peu plus de temps avec Stacy. Puis là, je vais vous parler beaucoup de Stacy dans la deuxième partie parce que c'est elle qui a finalement accepté d'être la personne qui est venue pour la deuxième partie du voyage, là, la personne de la communauté de Waskaganish qui a visité Granby. Ici, on voit Anderson dans ses habits traditionnels, puis Sheila. Sheila, c'est elle qui nous a appris beaucoup de choses aussi sur la cuisine, et que je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, Waskaganish, au centre de la communauté, il y a un énorme tipi, à peu près grand comme la salle ici. Et là, tous les midis, il y a des rencontres où les gens viennent manger. Et en fait, la nourriture, c'est surtout du poisson que les pêcheurs pêchent le matin. Ça fait partie d'un programme. Les gens arrivent avec les poissons, les femmes préparent le poisson, puis c'est offert gratuitement à tout le monde qui vient dans la communauté, que ce soit des touristes comme nous ou des gens de la communauté. Donc, j'ai passé du temps avec les femmes là, à travailler le poisson. Ils m'ont appris comment le dépecer. Donc, ici, vous avez le spécialiste du poisson, fait que je vais le laisser parler. Un esturgeon jaune, puis il y a du doré aussi. Puis il y a certains poissons qui ne mangent pas, là, qu'eux considèrent comme moins intéressants à manger. Donc, ça donne ça à peu près dans une journée, le poisson préparé, puis il va être soit frit ou fumé à l'extérieur, là, sous le feu. On a appris à faire de la bannique. Donc là, je me suis essayée à faire de la bannique au raisin, mais au bleuet, je devrais dire, mais la vraie technique, c'est vraiment sur le feu. Et ça a toute une autre texture, là, parce que c'est tout croustillant avec un contour moelleux. Avec du beurre, là, c'est vraiment bon. Et qu'on a on a appris à faire de la bannique. Puis ça, c'est une autre expérience. On a ici Shiloh. Je ne sais pas si je suis partie, ouais. Fait que Shiloh, c'était une oie sauvage apprivoisée qui vit entre autres, qui passe beaucoup de temps dans le tipi communautaire. Puis elle se promenait avec son maître, là, qu'on voit un petit peu plus loin. Elle venait nous voir. Vous allez voir que je lui donne un petit peu d'eau.
Puis pendant ce temps-là, à côté, bien, il y a un autre oie sauvage qui est en train de se faire cuire. Ouais, fait que apparemment Shiloh a passé l'été avec eux, mais à l'automne, alors qu'elle avait été recueillie comme poussin puis élevée parmi les humains, elle a pris son envol puis elle a rejoint les autres. Fait que vous voyez, vous avez l'expérience du tipi communautaire, là, tout le monde qui va à leur tâche, puis donc bon, puis on a mangé à la fin de tout ça, on a mangé de la bannique avec l'oie sauvage. Une autre expérience qu'on a vécue, c'est dans une autre sorte de tipi qu'on appelle un chaptouane, ça veut dire marcher à travers. Donc, dans ce tipi-là, qu'est-ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'odeur. Puis c'est pour ça que j'ai mis des huiles essentielles ici. J'essayais de reproduire un petit peu l'expérience. L'odeur des branches de sapin, parce que c'est plein de branches de conifères sur le sol, et que ça sent vraiment bon à l'intérieur. Puis en plus, on faisait une activité de fabrication de leurre. Donc, traditionnellement, la chasse, il n'y avait pas tous les outils modernes qu'on a aujourd'hui, puis ils faisaient des leurres, des oiseaux, là, des faux oiseaux pour attirer les autres, pour pouvoir les chasser mieux. Donc, Harvey nous a montré comment fabriquer des leurres en branches de mélèze. Donc, si vous avez la chance de sentir le petit oiseau que j'ai mis sur la table, c'est lui qu'on a fait. Ça sent vraiment bon. Puis, en plus de l'odeur des branches du sol, puis l'odeur des branches de mélèze fraîche qu'on manipulait, là, c'était comme enivrant comme odeur. Puis, Harvey a été très généreux de nous expliquer comment faire ça. Puis, on a passé aussi un petit peu de temps à faire du perlage avec Stacy, justement, que vous allez voir. Donc là, vous la voyez toute souriante dans son élément. On a passé aussi du temps à faire un peu de plein air. Évidemment, là, on a profité de la rivière, faire du canotage. On s'est promené dans la forêt boréale. Puis, bon, avec une petite déformation professionnelle, moi, je me suis intéressée aussi aux propriétés médicinales des plantes. Puis j'ai découvert cette petite plante-là, une autre petite découverte là, vraiment intéressante. C'est ça que j'ai mis dans mon diffuseur, là, l'odeur. C'est une odeur vraiment de thé, de peppermint rose, je pourrais dire. Là. Puis ça goûte ça aussi, c'est très bon à manger. Fait qu'on s'est promené puis on a découvert les différentes plantes. On a ramené du thé du Labrador aussi. Fait que ça, en fait, les plantes, pour les gens de Waskaganish, c'est pas tant de la nourriture, c'est plus des médicaments. Anderson, notre guide sur l'île Charlton, nous expliquait que les animaux mangent les plantes et nous, on mange les animaux, mais les plantes, c'est pas vraiment dans notre alimentation. Fait que c'est plus une pharmacopée qu'un aliment de tous les jours. Puis, bon, évidemment, on est allé au Bleuet. Puis moi, je m'étais tout équipée. J'étais allée chez Canadian Tire. Je m'étais acheté avant de partir là, tout le kit avec le diffuseur là, de produits toxiques pour pas que les insectes me touchent. Mais malgré tout ça, j'étais complètement le coup tout mangé par les insectes. On a quand même ramassé une bonne chaudière de bleuets durant notre voyage. Ah oui, mais c'est ça, on s'était habillés en orange, mais je vais en parler plus loin de ça, parce qu'avec l'école, vous allez voir, on a parlé de ça plus tard. Pour répondre à la question tout à l'heure, combien de personnes vivent à Waskaganish? Une population de 2500. Fait que moi, je suis allée visiter le petit centre de santé qu'il y avait là-bas, et j'ai vu le mur des célébrités des 83 bébés de la photo de 2020. Donc, ça donne un taux de natalité, si on pense que tous les bébés sont vraiment sur la photo, d'environ 33 pour 1000. C'est le taux de natalité qu'on avait au Québec dans les années 50. Fait que c'est quand même... il y a beaucoup de bébés à Waskaganish. En ce moment, à Granby, on est plus à 9 sur 1000 pour les naissances. Aussi, on est allé visiter le cimetière. Donc, je parle de la naissance, je parle de la mort. Le cimetière de Waskaganish, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est que c'est tout coincé. Il y a une croyance que c'est pas de bon augure d'augmenter la taille d'un cimetière. Fait il pacte. Fait que c'est très, très, très serré. Et l'autre chose importante, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Fait que là, on voit que les âges, on voit des morts récentes, c'est souvent des jeunes, en tout cas plus jeunes qu'ici, disons, des adolescents ou même des jeunes adultes. Mais entre la vie et la mort, il y a quand même entre la naissance et la mort, il y a toute la vie entre-temps. Je pense que qu'est-ce qu'on retient quand même, c'est que c'est une communauté très vivante avec beaucoup d'activités, beaucoup de vie familiale. Puis on voit même qu'il inclut encore Shiloh qui fait du canot
qui fait du canot avec la famille ici. Puis il y a beaucoup de choses qui dépassent qu'est-ce qu'on voit. À un moment donné ici, on était sur une croisière avant le coucher du soleil, puis on voit une strie dans l'eau. J'en ai mis dans un petit sac de plastique, puis dans la vidéo, je vous montre, en fait, peut-être qu'on pourra le montrer à la fin, là, je vous montre qu'est-ce qu'on a vu dans ce petit sac d'eau au microscope. Donc, c'est plein de vie, puis je voulais vous montrer ça aussi. Fait que c'est, dans du plus petit à qu'est-ce qu'on voit avec les yeux, il y a de la vie. Alors voilà, ça c'est la fin du voyage, là, un coucher de soleil sur la Rupert, sur la baie James. Et là, c'est la deuxième partie. Donc, entre la fin du mois d'août et le mois d'octobre, Véronique et moi, on se parlait, on essayait de voir comment on pouvait organiser, choisir la personne qui allait venir visiter Granby. Et finalement, Stacy a accepté et on a eu la chance de l'accueillir. Fait que, durant cette deuxième partie du voyage-là, on a essayé de lui faire découvrir tous les organismes qui travaillent dans la région pour la conservation de la nature. Puis, on a été vraiment super bien accueillis par toutes les instances. Là, puis c'était vraiment, en tout cas pour moi, en tant que Granbyenne, ça a été vraiment intéressant de découvrir aussi le travail de tous ces groupes-là. Donc, le premier endroit où on est arrêté, c'était au CNLB. Puis on a eu vraiment un canard des bois branchus qui est venu à notre rencontre, qui s'est pavané devant nous. Fait que c'est vraiment super intéressant avec tous les canards qu'on a vus. Puis Stacy était avec son mari et son petit garçon qui s'appelle Hunter. Fait qu'il a fait partie du voyage lui aussi. Puis ici, les fonds roses, quand je mets les fonds roses, c'est les photos de Stacy. Fait que je trouve ça intéressant de voir ce qu'elle a retenu aussi de son voyage à travers les photos qu'elle a mises sur son compte Facebook. Là, elle m'a donné la permission de vous partager ça. On est allé à l'école Parkview, à l'école de mon fils, pour faire... où elle a fait une présentation sur les cris. En fait, c'était aussi un temps dans l'année où la classe parlait beaucoup de l'histoire des Premières Nations. C'était la semaine des chandails oranges. On peut en parler à ce moment-ci. Stacy a mis sur son compte les photos qu'elle a vues dans l'école. Fait que j'étais vraiment fière que ce soit là pour l'accueillir. Donc, les chandails oranges, en fait, c'est pour rappeler l'importance et les impacts qu'ont eu les pensionnats autochtones sur les enfants qui sont morts ou disparus à travers cette expérience-là. Puis de se rappeler de ces enfants-là, puis de se rappeler l'importance de la réconciliation. Je pense que c'est comme ça que je peux l'expliquer. Puis en fait, j'ai aimé aussi un des petits chandails, celui qui est dans le coin à gauche en haut, c'est qu'il y a un petit enfant qui a écrit, bien sûr que chaque enfant me compte comme une évidence, mais c'est comme tout ce temps-là, toute cette histoire-là était méconnue, puis c'est maintenant qu'on s'en rend compte là, qu'il y a eu tous ces abus. Ensuite, on est allé le lendemain à l'OBV de la Yamaska. Là, on a été accueillis par l'équipe de l'OBV. Ils nous ont amenés, en fait, le but de notre séjour avec l'OBV, c'était surtout de montrer comment le territoire a été altéré, puis comment ça affecte la qualité de l'eau qu'on boit ici. Je peux vous dire que j'ai remarqué que quand j'ai servi un verre d'eau à Stacy et à son mari, ils n'ont pas fini le verre. C'est comme s'ils sont habitués avec leur eau là-bas, puis ils n'étaient pas très intéressés par l'eau du robinet ici. Aussi, je voulais vous parler, Emmanuelle, ici, elle avait un tatouage. Elle est d'origine Anishinaabe, qui est un peuple qui est plus en Ontario. Et ce tatouage-là était sur son bras. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de... C'est un tatouage qui représente en fait la gouvernance autochtone. L'histoire, parce que la terre était une tortue à l'origine, représentée par une tortue, avec les graines qui ont été déposées sur la tortue pour faire les plantes. Puis il y a 7 grands-pères qui portent 7 éléments de sagesse ou 7 enseignements. Et puis ces principes-là ont été repris par le gouvernement canadien, par le gouvernement ontarien aussi dans leur gouvernance. En fait, c'est des valeurs là, de respect, d'honnêteté, des valeurs universelles, mais qui sont bien présentées puis qui sont mises en lumière par la présence d'animaux là, pour représenter les différentes valeurs. Fait que je trouvais ça intéressant qu'elle avait ce tatouage-là. On est allé aussi au Parc national de Yamaska, où notre guide nous a parlé des différents enjeux, de la qualité de l'eau. Entre autres, là, durant notre séjour, il y avait des algues bleues. C'est quand même beau, mais un peu inquiétant. Sur les berges, il y avait beaucoup d'algues bleues. Puis aussi, tous les efforts qui sont faits pour contrer les plantes envahissantes sur les berges de la Yamaska.
Ça, c'est les photos de Stacy et Véronique et moi. Donc, j'imagine qu'elle elle a retenu ça de sa marche. On est allé aussi, je l'ai amené à la maison, donc chez nous, on a une petite ferme à Donham, dans une petite cabane à sucre traditionnelle, fait on les a amenés chez nous. Thomas a pu passer du temps avec Hunter. On a pu avoir un petit souper en famille. Puis elle a pris des photos de moi avec ma vache Angie, avec Serge, notre lama. Comment il s'appelle? Serge. C'est Serge Lama. C'est pour ça. Puis après ça, on l'a amené aussi au musée des Lacs-Brome, où il y a une exposition en ce moment sur les Abénaquis. Donc, elle a pris des photos de ça. On était accueillis à la ville. Et on a passé aussi du temps au zoo avec les différents programmes de conservation. Donc ici, on voit Hunter qui découvre une tortue, un petit bébé tortue molle à épines. Hunter avait mis ses beaux petits chaussons pour l'occasion que sa mère lui a fabriqués. Et voilà le groupe là, avec Louis Lazur qui nous a parlé de conservation aussi des chauves-souris. Et voilà, donc un petit clin d'œil à l'avenir des prochaines générations là, où on espère qu'il va y avoir une plus grande connexion entre les générations là, de nos peuples. Alors, je ne sais pas si ça m'a paru encore très, très vite, ma présentation. J'espère que je dépasse plus dans le temps, mais voici un peu les choses que j'ai retenues de mon expérience. Donc, notre planète est tellement belle, puis on la malmène, évidemment, là, avec les exemples que j'ai montrés, les forêts, la rivière. Dans notre région, avec notre rivière, ici, la Yamaska, qui est vraiment très polluée. Ne jamais abandonner. L'expérience avec l'histoire de Bill Eve Diamond qui a défendu ses points là, puis qui a voulu montrer l'importance de reconnaître les droits autochtones. Il n'a jamais abandonné, mais il a réussi. On gagne beaucoup à se connaître et à travailler ensemble. Puis il y a aussi beaucoup de conscience à développer. Moi, j'ai appris beaucoup sur ce voyage-là, juste sur la façon que le territoire est occupé puis utilisé. Je voulais mettre aussi des suggestions pour la ville de Granby. Donc, je pense que ce serait important de faire une déclaration de reconnaissance du territoire. Je pense que c'est la base là, quand on veut parler de conservation, c'est d'essayer de se mettre dans l'état de reconnaître là, que le territoire il y avait des personnes avant nous sur ce territoire-là qui ont pris soin du territoire, puis de reconnaître ça, je pense que c'est la base pour renouer avec le territoire. Puis en fait aussi, bon, je pense que le jumelage Waskaganish-Granby pourrait être continué. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont aller dans les prochaines années. Mais la mairesse s'est quand même montrée intéressée aussi à rencontrer les autorités là-bas, puis à développer un pont. On sait que Granby, c'est une des villes les plus jumelées au Québec, donc où il y a le plus de jumelage. Je pense que ce serait intéressant d'explorer la possibilité d'avoir un jumelage officiel avec la ville de Waskaganish. Il y a Granby a mis des oiseaux. Je l'ai mis ici aussi pour faire un clin d'œil aux gens de la COI qui font beaucoup pour la conservation des oiseaux dans le territoire, mais aussi parce qu'on a beaucoup d'oies sauvages ici qui viennent aussi, qui migrent du nord, fait que ça serait intéressant de joindre ce mouvement-là. Peut-être inclure aussi des artistes à notre programmation culturelle, des artistes de Waskaganish, puis participer au programme de réduction de consommation d'énergie et d'électricité pour essayer de sauver le plus possible nos rivières. Puis une autre chose que moi, ça m'a amené à faire, c'est que dans la même période, dans tout ça, au mois d'août, il y a eu un article dans La Voix de l'Est où une biologiste qui s'appelle Annie Larose a dénoncé un projet de développement dans une tourbière. Avec tout ce que j'avais appris sur les tourbières dans le Nord, c'est venu me chercher, fait que j'ai appelé Annie. On a formé un groupe avec d'autres personnes, on a revendiqué, on a fait des marches. Et puis, finalement, la ville de Farnham, en tout cas, entre autres, ces revendications-là, a fait marche arrière. Fait qu'on avait vraiment un projet domiciliaire qui devait se construire dans cette tourbière-là à Farnham. Puis, ça a été cessé suite aux revendications. Fait que ça m'a poussé à m'impliquer dans différents projets. Puis, avec la Fondation SETI aussi, on essaie de travailler beaucoup pour protéger le territoire. Donc, j'ai mis une photo de Martine Ruel, notre présidente, là, qui s'occupe de la Fondation, qui axe beaucoup sur le travail ensemble, de travailler ensemble pour la protection. Puis l'objectif pour les prochaines années, ça va être, en fait, pour 2030, ça va être de protéger 30 des terres du territoire, puis de restaurer en plus un 30
pour 2030. Puis c'est vraiment basé sur les recommandations de la COP. Alors, c'est ça, merci. Fait que, en gros, je vais être très ouverte à toutes les questions. Fait que merci beaucoup de m'avoir donné cette chance de participer à ce projet. Merci à la Ville de Granby et puis à la SNAP. Puis, c'est ça. Bien, merci à tous ceux qui ont participé au projet de près ou de loin, les différents organismes qu'on a visités ici. Évidemment, Stacy qui a été un élément clé pour qu'on puisse participer là-bas à Waskaganish, avoir une expérience le plus enrichissante possible, puis qui a accepté de venir ici pour faire l'échange. Puis à tous ceux qui s'impliquent de près ou de loin pour l'environnement. Donc, c'est ça. Merci. Est-ce que, lors de ton voyage, est-ce qu'on peut parler... Est-ce qu'on peut parler qu'il y avait des répercussions des changements climatiques dans la communauté? On n'a pas... c'est vraiment pour eux la grosse différence, c'est la rivière. Fait que c'est ça qui note le plus. Je suis Stacy sur Facebook parce qu'on est devenus amis Facebook. Puis là, je sais qu'hier, il faisait moins 50 avec le facteur vent. Puis je sais qu'ils sont quand même au fait de l'environnement. Est-ce que ça gèle moins? Je pense qu'elle m'a déjà mentionné qu'au niveau de parce qu'ils font beaucoup de voyages en skidoo. Fait que le temps, souvent, ils passent par les lacs gelés ou les rivières gelées. Fait que c'est sûr que les temps, des fois, sont différents, mais c'est ça, probablement que vous avez plus d'expérience que moi avec... tu peux prendre la relève, Véronique. Oui, c'est vrai, comme le disait Mirabelle, on n'en a pas parlé tant que ça. C'est vraiment beaucoup la rivière, là, le changement de la rivière. Mais moi, depuis des années, j'entends quand même beaucoup les gens en parler. Puis comme tu le mentionnes, souvent, c'est pas tant un réchauffement qu'un changement. Puis c'est devenu de plus en plus difficile de prédire le temps. Donc, exactement comme tu le disais, les gens voyagent beaucoup sur la glace, en motoneige, que ce soit sur les lacs, les rivières, sur la baie James. Puis maintenant, mais ça soulève beaucoup d'enjeux de sécurité. Puis aussi des nouvelles espèces, en fait. Je pense que Stacy nous avait mentionné qu'il voyait maintenant des cerfs de Virginie, puis qu'il ne savait pas trop quoi faire avec ça. Oui, il commençait à en voir pas beaucoup, pas comme ici. C'est Des ratons aussi. des ratons laveurs. Fait que des nouvelles espèces aussi qui migrent tranquillement. Est-ce que c'est les changements climatiques? Est-ce que c'est les routes? Parce que, bon, les activités forestières engendrent la construction de routes qui font que les animaux aussi voyagent vers le nord. C'est difficile des fois de vraiment trouver précisément c'est quoi le facteur là, qui est à la source des changements, mais il y a clairement des impacts. Je crois qu'il y avait une question ici. Oui? Toujours pas à propos du climat, je voulais savoir la période pour y aller, l'été, là, Ouais. C'est facile en auto, mais l'hiver, c'est pas vraiment. Oui, bien, je pense que l'hiver, il y a aussi moins d'activités possibles, à moins vraiment de profiter des activités de comme En fait, je devrais pas dire, parce que je pense que tous les temps de l'année peuvent être intéressants. Puis Véronique est allée plusieurs fois à différents temps, là, fait que sûrement qu'il y a plusieurs choses à voir en différents temps. Si on suit la page, moi je suis la page de Waskaganish développement du département du tourisme, on voit plein de choses qui se font en ce moment. Là. Je sais qu'ils ont eu des activités qui étaient aussi communautaires, mais aussi pour les touristes, de vraiment travailler les castors. Il y avait toute une activité dans la semaine passée là, où il y avait des castors qui avaient été chassés, puis les gens apprenaient à travailler la viande, là, puis aussi à étendre les peaux de façon traditionnelle. Ils essaient beaucoup d'encourager les activités traditionnelles, puis chaque activité a son temps dans l'année qu'elle peut se faire. Fait qu'il y a toujours quelque chose. Mais pour moi, disons, pour le confort du voyage, c'était quand même intéressant d'y aller à la fin de l'été. C'était très confortable. Les températures étaient pas mal semblables à ce qu'on avait dans le sud. Il n'y avait pas tant d'insectes aussi. Fait que c'était une belle période au mois d'août pour aller visiter. Mais je pense que dans toute l'année, il y a quand même des choses intéressantes à voir. Aussi, pour tout ce qui est croisière, évidemment, l'hiver, ça ne n'aurait pas. Là. Donc, je pense que si vous voulez profiter des îles comme on le fait, bien, il y a une compagnie là, qui permet de faire des croisières pour visiter les différentes îles. Ça se ferait durant l'été. Comment l'été passé, j'avais vu, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, là, il y avait une publicité de Tourisme Québec à Waskaganish. J'ai fait le saut quand j'ai vu ça. Je ne l'ai pas retrouvé, là, mais ça se peut qu'il y ait des voyages organisés qui veulent attirer le tourisme. Oui, ça se développe beaucoup. En fait, c'est pas dans leur tradition, je pense, d'avoir du tourisme, mais on a eu une expérience là-bas. Il y avait un Québécois qui était là pour aider à construire des tentes qu'ils appellent des Critopia. Ouais, des tentes Critopia, donc des espèces de tentes traditionnelles
où les gens peuvent venir puis faire du camping. Puis le Québécois qui était là comme maître de chantier notait que c'était peut-être... il manquait toujours des pièces, il était toujours frustré durant notre expérience, mais en fait, il y a vraiment une volonté de développer le tourisme. Puis d'ailleurs, ils ont sorti, j'ai vu sur Internet, ils ont sorti leur guide là, de tourisme la semaine dernière. Là, fait que vous pouvez le commander en ligne gratuitement. Puis je pense qu'il y a vraiment une volonté. Puis ça vaut la peine. C'est quand même au Québec. Puis c'est complètement dépaysant avec plein de choses différentes à voir. Juste l'histoire. Puis je trouve qu'on est chanceux, Granby, d'avoir ce lien-là avec Pascagonish en particulier. C'est quand même une ville, un village, c'est le premier village CRI, c'est le premier, disons, contact avec les Européens. Donc, ils ont vraiment une belle communauté avec beaucoup de services, puis c'est une belle place à visiter. Une question gastronomique. Quelle est la nourriture que tu as préférée et quelle a été la nourriture qui était le plus surprenante que tu as goûtée? C'est peut-être la même chose. Moi, j'avais la notion, tu sais, mon conjoint m'avait conté une farce à un moment donné que il y avait des gens qui mangeaient des oies blanches, là, puis que, dans le fond, pour les faire cuire, ils mettaient une roche avec l'oie, puis ils mangeaient la roche, puis ils jetaient l'oie, là, mais en fait, je pensais que ça allait être très raide comme viande, mais finalement, pas du tout. La façon qu'il la prépare, c'était très tendre, très juteux. Moi, j'ai adoré l'oie, la bernache, là, l'oie du Canada. J'ai adoré goûter à ça. Fait que ça m'a surpris, mais j'ai aussi, c'est ça que j'ai le plus aimé manger. Mais aussi, ils font les bleuets sauvages, là, sont vraiment très goûteux, puis ils font une petite confiture avec ça, où on trempe la bannique. Puis ça, j'ai trouvé ça très bon. C'est pour ça que j'ai essayé de reproduire de façon très amateur avec ma petite bannique au bleuet, pour vous faire un petit peu découvrir l'expérience. Mais c'est ça. En gros, on a mangé... Il faut dire que, bon, malheureusement, la nourriture des Blancs est très présente aussi là-bas, puis c'est pas une bonne chose nécessairement, là, dans le sens que c'est ni pour nous, ni pour eux, là, c'est pas toujours ce qui est le meilleur pour la santé. Fait que ça, malheureusement, c'est très présent là, dans les restaurants. Mais quand on parle de nourriture traditionnelle, là, c'est sûr qu'est-ce qu'on a goûté là, au tipi. Le poisson aussi, j'ai pas parlé du poisson, mais vraiment du poisson fraîchement pêché comme ça, qu'il soit frit ou fumé, là, c'est vraiment c'est le meilleur poisson que j'ai mangé dans ma vie. Mais ça doit être cher. Il y avait une question ici. C'est moi qui avais la question. Pour rester sur le thème de la nourriture, au tipi, pour le poisson, c'était gratuit en fait, parce que c'était offert gratuitement à la communauté par un programme qu'ils ont dans la communauté pour favoriser la pêche puis l'utilisation des ressources locales. Mais toutes les expériences culturelles qu'on a eues, on les a eues à travers le département du tourisme. Puis évidemment, il y avait un coût là, qui a été défrayé. Ça faisait partie des avantages qu'on avait dans ce voyage-là, d'avoir ces expériences-là, mais c'était certainement pas gratuit. Là. Les locaux, ça doit être très cher. Et puis on sait ça passe qu'au temps. Une salade, ça peut coûter 12 $. Oui. À l'épicerie, on a fait l'épicerie. Je peux pas dire que j'ai été si surprise par la nourriture. Mais tu sais, ils ont quand même des routes pour se rendre. C'est pas... une des raisons pour lesquelles j'avais fait l'épicerie avant de partir, c'est que au Miouillac, c'était pas ça, là. La petite épicerie qu'il y avait, là, c'était des petits zucchini qui avaient passé date depuis longtemps, là, mais qui étaient encore en vente, là. Puis, il y avait vraiment pas beaucoup. C'était beaucoup des nourritures sèches, des canages, des choses qui non périssables. Oui, mais puis des œufs, des bartendes, des choses comme ça. Mais là, c'est pas mal... Oui, c'est ça. Il y avait quand même deux épiceries importantes. Puis, en plus, il y a beaucoup de travailleurs. Fait qu'il y a des cuisines. On est allé manger dans une cuisine de travailleurs, là, en fait, là, dans une espèce de cafétéria pour travailleurs de construction. Puis c'était hyper bon. Là. C'était vraiment une belle... de la bonne nourriture. Fait qu'ils ont accès vraiment à tout. OK, les chantiers, la Beijing, quand ça a été construit, c'est sûr qu'ils ont quand même aménagé des ressources dans les champs-là. Pas dans les communautés. La communauté, non. Pas la Radisson. La Radisson, c'est un village de Blanc. Non, là, c'est des travailleurs qui viennent en ce moment pour construire des maisons. Oui, c'est des travailleurs de construction, faire des routes, faire du développement des infrastructures de la communauté.
Fait qu'il y avait quand même ces ressources-là aussi. OK, puis les écoles? Oui, je ne suis pas allée à l'école. Moi, j'étais peut-être plus... j'avais un billet pour le centre de santé, parce que si je peux en parler un petit peu, le centre de santé, c'est la santé écrit, le système de santé écrit, c'est pas... c'est vraiment autonome. Donc, ils ont des liens avec sûrement le ministère de la Santé, mais ils ont une gestion autonome de leur santé. Et la même chose pour l'éducation. Par exemple, quand on était là, on a fait une croisière avec une professeure d'histoire, une professeure de secondaire, puis elle nous contait qu'elle était impliquée pour la refonte du programme d'histoire. Fait que c'est vraiment eux qui décident qu'est-ce qu'ils mettent dans le programme, puis c'est pas nécessairement l'histoire que les Européens apprennent. Donc, c'est ça. Mais j'ai pas visité d'école, mais ce professeur-là, Tracy, en tout cas, c'est une professeure de secondaire. Elle nous contait un peu les difficultés qu'elle avait. Le taux de décrochage est important, mais quand même, il y a beaucoup d'efforts pour garder vraiment la culture vivante dans les écoles et puis inclure des activités culturelles pour rendre ça plus intéressant pour les jeunes. Question des pensionnats. On a quand même dit un mot, c'est de grandes blessures dans l'histoire. Est-ce que tu as pu, est-ce qu'on peut dialoguer? Comment crées-tu un malaise en termes de la rencontre? J'ai eu deux occasions où on en a parlé. On en a parlé avec David, l'aîné du village. Évidemment, qu'est-ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont une grande ouverture de parler de leurs problèmes. Que ce soit la dépression, l'alcoolisme, tous les peuples en ont, là, mais je trouve qu'il n'y a pas de tabou. Là, on peut parler, quand on ne file pas, on peut parler. C'est ça que j'ai retenu. Puis, David a parlé un peu de ses expériences qu'il avait eues, mais aussi Stacy. En fait, Stacy, quand elle est venue à l'école, il y a des enfants qui lui ont parlé, qui ont posé directement, puis avec la candeur d'un enfant qui pose la question, sans gêne. Puis elle a parlé que sa mère avait été dans un pensionnat, puis toutes les expériences. Elle m'a parlé aussi des abus, qu'il y avait eu des situations où les gens exprimaient qu'est-ce qu'ils avaient vécu comme en groupe, là, comme une espèce de thérapie de groupe. Puis elle parlait d'histoires d'abus, puis c'était vraiment terrible à entendre. Donc il y a quand même une ouverture pour en parler. C'est ça, c'est quand même, c'est très, très troublant qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis comment ils ont été perçus par les Européens, les premiers Européens, la loi des Indiens, tout ça, là, en tout cas, j'ai honte de faire partie un peu de ce côté-ci de l'histoire, là, parce que c'est vraiment troublant d'entendre toutes ces histoires-là. Mais bon, ils réussissent, je pense, quand même, ils ont beaucoup de résilience, ils réussissent à s'en sortir tranquillement, mais c'est vrai qu'il y a des grandes blessures. Ah, tu as réussi à trouver les vidéos? Seul à la regarder. Ça va être sur le site. On va vous le mettre sur le site Internet éventuellement. Peut-être à valider certains points. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de votre part? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait dans ton petit sac? Dans l'eau, là? Près du cri? Ah oui, ben oui. Non, mais en fait, c'est ça. Oui, j'aurais voulu vous le montrer. C'est du phytoplancton, en fait. C'est des différents petits animaux microscopiques qu'on peut voir bouger dans l'eau. Fait que je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Puis en fait, j'avais fait la même expérience dans la Yamaska, puis on voit les mêmes, ceux que j'ai pris en photo, on les appelle les naviculas. C'est une espèce qui est en forme de bateau, puis qui se promène là. C'est vraiment fait, en fait, c'est un animal, mais qui fait de la photosynthèse. Puis sur les bords, il y a des petites tubules qui captent le soleil pour pouvoir faire... En tout cas, c'est vraiment bien organisé, là, la structure. Fait que je voulais vous montrer un petit navicula qui se promène à travers les débris de l'eau. Fait que c'était juste pour vous dire que des fois, il y a la vie, puis c'est tellement plus grand que qu'est-ce que nos sens peuvent percevoir, puis on en voit dans cette eau-là qui a l'air assez calme et qui fourmille là, de vie microscopique. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je pourrais... Moi, j'avais tellement de choses. En fait, j'ai eu la misère à préparer cette présentation-là. Ça m'a tourné dans la tête. Il y avait tellement de sujets puis de choses dont je voulais vous parler. Puis en même temps, c'était très émotif, mais aussi expérientiel, mais aussi il y avait beaucoup de notions que je ne maîtrisais pas, mais j'ai essayé de rechercher pour bien comprendre. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une grande occasion d'apprentissage d'avoir fait ce voyage. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou bien des sujets que vous aimeriez qu'elle parle?
Oui, mais je me demandais s'il y avait comme une leçon que, tu sais, depuis ce temps-là, que tu vis un peu différemment, tu sais, que quelque chose dans ton quotidien. Bien, j'essaie d'en parler un petit peu avec l'expérience La Tourbière, parce qu'on dirait que je ne pouvais pas ne pas m'impliquer. Tu sais, on dirait que je le savais déjà, bon, on le sait tous, là, que dans l'environnement, il y a beaucoup de choses à faire, tout ça, mais là, quand j'ai vu l'article par rapport à La Tourbière, puis que je venais du Nord, puis que j'avais tous ces enjeux-là de conservation du territoire en tête, puis là, que chez nous, on avait une des rares tourbières qui allait se faire détruire, je ne pouvais pas ne pas réagir. Fait que là, ma famille sont témoins. Là, j'ai passé un mois à faire des réunions avec le groupe de La Tourbière, puis à essayer d'animer la page Facebook, puis de faire des revendications, des lettres, tout ça, pour que ça mène. Puis, fait que ça l'a changé, parce que j'étais pas aussi au front avant. Je n'étais pas le genre à aller faire marcher avec des pancartes, mais là, oui, parce que je peux plus ne rien dire. Puis, là, on entend beaucoup parler des rivières qui vont se développer, là, que le ministre Legault parle de réouvrir les plans pour développer d'autres rivières, mais c'est sûr qu'avec ce que j'ai vu à Waskaganish, je ne peux plus me taire. Là. Il faut que, c'est sûr que si on a besoin de quelqu'un pour aller marcher avec des pancartes à Waskaganish ou ici de le faire, je vais me sentir obligée de le faire parce que je ne peux plus ne rien dire. Fait que ça a changé. Aussi, une autre chose qui a changé, c'est que je me sens beaucoup plus à l'aise. Je suis moins gênée d'aller vers les Premières Nations. On dirait avant, j'aurais été peut-être un petit peu plus réservée. Je ne sais pas savoir comment les aborder. Même encore un peu, j'écris souvent à Stacy sur Facebook quand je vois des choses intéressantes, puis des fois, je suis un peu gênée, mais je sens qu'elle aussi, on a gardé ce lien-là, puis c'est plus naturel qu'avant. Vraiment, on a eu un bel accueil là-bas. Là. À un moment donné, j'attendais, Véronique était dans une conférence, une vidéoconférence, puis moi, j'étais assise sur le bord de l'épicerie, puis j'attendais. Puis un monsieur qui est venu comme ça tout bonnement, puis il dit « Ah, tu viens de où, tout ça? » Puis « Ah, si tu veux des bleuets, va à l'hôtel, prends une chaudière, va dans telle route, puis tu vas voir, tous les bleuets sont là. » Vraiment généreusement, c'est pas obligé de faire ça, là, puis on pourrait dire « Hey, la blanche qui vient abuser de nos ressources encore. » Là. Je sais pas. Mais j'ai trouvé vraiment un grand accueil, puis il n'y a pas de... Sûrement beaucoup de peine par rapport au passé, mais moi, je n'ai pas senti d'animosité ou de rancœur par rapport en tout cas, l'accueil qu'on a eu, j'en ai pas ressenti du tout. Fait que je suis plus à l'aise qu'avant. Parce qu'avant ça, j'avais peut-être une petite gêne par rapport à comment ils vont se sentir, comment, justement, là, les pensionnats, toute l'histoire, est-ce qu'ils sentent qu'on profite d'eux? Puis là, au contraire, j'ai senti un peuple très résilient, très fort, puis très fier aussi. Puis, tu sais, j'ai senti qu'on avait plus besoin d'eux que eux avaient besoin de nous, dans un sens, parce que eux le monde vient le viennent à Waskaganish, mais Granby, c'était... En tout cas, au départ, on était des visiteurs parmi d'autres qui viennent dans cette région-là. Il y avait ce que j'ai trouvé là. Ah, OK. Ben ça, c'est quand on arrive sur... il y avait plein de sternes arctiques. Ouais. Puis lui, il se promenait avec son bâton, puis là, il allait voir au-dessus de la crête. Il allait voir si l'ours polaire était là. Puis il y avait une espèce de grillage avec des peignes. Fait que les ours viennent manger. Puis là, les poils se font ramasser. Fait que là, ils peuvent analyser les poils. Puis grâce à cette analyse-là, il nous a dit qu'il y avait comme 17 ours polaires dans la région qui avaient été retrouvés. Fait que là, c'est 17 ours polaires. Puis nous, on est sur l'île, puis on mange notre lunch. Fait que j'étais plus ou moins confortable. Ouais. Fait que, Serge, si tu descends un petit peu, excuse-moi, sur la... Je suis rendu en Abitibi. Oh, peut-être que je peux y aller, moi, le faire. Fait qu'il y a encore du courant, mais ça s'appelle Smoky Hill parce que de loin, avant, il y avait tellement de remous que ça faisait une fumée qu'on voyait de loin. Fait que ça n'a pas la même ampleur que ce que vous avez vu sur la vidéo précédente. C'est un petit peu plus long que ça, mais c'est pas grave. Mais on va passer peut-être à la fin, Serge, de la partie de mon voyage, là, pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le petit sac.